Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons célébrer les 10 000 abonnés. Et vu que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont plutôt du genre maker, on va fabriquer notre propre trophée avec de la découpe laser, de la 3D, des microcontrôleurs, des LED et de la programmation. C'est parti! Pour la partie électronique, je vais utiliser 18 LED qui permettront de compter en temps réel le nombre d'abonnés à la chaîne. Alors comment compter jusqu'à 10 000 avec seulement 18 LED grâce au binaire? C'est comme ça que les ordinateurs comptent et ça va nous permettre de compter jusqu'à 531 441. Si avec 5 doigts, on peut compter 6 nombres, avec la même quantité de doigts en binaire, on peut compter 32 nombres. On va donner une valeur à chaque doigt en commençant par le 1 et on double ensuite la valeur à chaque doigt. 2, 4, 8, 16. Si maintenant je veux faire 17, je laisse le 16 plus 1. 17. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je vais réaliser le trophée avec de la gravure et coupe au laser. J'ai dessiné le trophée sur CorelDRAW car il existe un patch pour contrôler directement le laser. Pour réaliser la coupe et la gravure du trophée, je vais utiliser un laser CO2. Il y a à l'arrière de la machine un énorme tube laser de plus d'1 mètre de long qui émet un faisceau infrarouge de 80 watts. L'œil humain est totalement insensible aux infrarouges et donc le laser est totalement invisible. Le faisceau rebondit sur plusieurs miroirs inclinés de façon à toujours transporter le faisceau laser vers la tête de découpe, qui elle contient une optique qui concentre le rayon sur un minuscule point. La quantité d'énergie ainsi réunie dans un si petit point permet de désintégrer la matière. Si je place un obstacle sur le chemin du rayon laser, ici une plaque en bois, on voit ses effets, mais le laser reste totalement invisible pour nos yeux. Et ici, il n'est pas encore passé par l'optique pour concentrer toute cette énergie en un seul petit point très précis. Je mets une plaque d'acrylique transparente sur le plateau. Elle est recouverte d'un fin film plastique pour que les projections émises lors de la coupe ne l'abîment pas. Je règle la puissance à 55% et je sélectionne le chemin de coupe. J'utilise pour ça le programme Corel Laser. Je ne suis pas super fan, mais j'ai l'habitude avec et il est très simple à utiliser. Je vais cependant très probablement bientôt switcher sur Fusion 360. Il est vraiment beaucoup plus complet, mais également beaucoup plus cher. L'avantage d'être dans les infrarouges, c'est que le verre ou l'acrylique sont opaques à cette fréquence d'onde électromagnétique. Du coup, on peut le couper car le rayon ne passe pas à travers. Si on avait un rayon de lumière visible, on ne pourrait pas couper le verre car il passerait sans interagir avec. Le rayon ressortirait de l'autre côté sans avoir affecté le verre. En fait, tous les matériaux sont transparents mais à certaines longueurs d'onde qui leur sont propres seulement. Le verre a la particularité d'être transparent à la même fréquence d'onde électromagnétique que la lumière visible. Les murs d'une maison sont transparents pour les ondes électromagnétiques des GSM ou du Wi-Fi par exemple, mais ils sont opaques à la lumière visible. J'ai retiré le surplus d'acrylique et je peux désormais également retirer le film de protection. Il détériorerait la qualité de la gravure. Je dois faire attention à ne pas bouger la pièce, autrement tout le dessin sera décalé. Je sélectionne maintenant la partie que je veux graver sur Corel Laser. Je règle la puissance au minimum, ici c'est 4%, car en dessous, le tube laser ne fonctionne pas. On se retrouve dans 10 secondes. Ok, la gravure est terminée. Ça a l'air pas trop mal à première vue. Je vais retirer le dernier film de protection pour m'assurer que tout va bien. On verra beaucoup mieux sans. Et c'est vraiment très bien. Il n'y a plus qu'à donner un tout petit coup de nettoyage
pour qu'il ait l'air comme neuf. C'est pas mal, non? Ok, on va fabriquer un support pour le tenir et pour placer les LED. J'utilise Fusion 360 pour la modélisation, mais j'utilise aussi parfois Blender. Les deux programmes sont vraiment top et ultra complets. L'énorme avantage de Blender est qu'il est entièrement gratuit et open source. Il y a une énorme communauté derrière et il offre plein de possibilités en plus de la modélisation 3D, comme faire des jeux vidéo, de la simulation, etc. Mais si vous débutez, je vous conseille plutôt Fusion 360. Il est beaucoup plus intuitif à apprendre que Blender et plus axé pour la modélisation de pièces techniques. Et vu que je suis un gros flemmard, je ne modélise pas toute ma pièce, ce qui me permet de gagner pas mal de temps, d'énergie, mais également d'éviter les erreurs. Bon, par contre, ça ressemble à rien. Mais voilà, c'est terminé. Enfin, faut que je laisse l'ordinateur terminer le travail maintenant. Et donc, j'ai plus qu'à faire les symétries et la pièce est terminée. Alors, j'ai également modélisé la gravure laser pour me donner un aperçu de ce que ça donnerait en 3D. Et ça me paraît pas mal, ça a de la gueule. On verra ce que ça donne en vrai, mais a priori, c'est pas trop mal parti. Je vais donc exporter le support maintenant sur mon plateau d'imprimante 3D pour lancer la gravure. Bon, petit problème, mon imprimante n'est pas assez grande ou c'est le trophée qui est de trop. Même en billet, ça ne passe pas. Je vais donc retourner sur Fusion 360 pour le couper en deux. Ainsi, je pourrai gagner de la place sur le plateau. Il faudra cependant prévoir un système pour emboîter les deux parties ensemble, car si je les colle, ça ne tiendra jamais. Voilà, donc j'ai terminé de modéliser le système d'emboîtement. Ça a l'air vraiment pas trop mal et ça devrait être costaud. J'utilise en plus du PETG qui est un plastique assez résistant et qui résiste également aussi à la chaleur, donc c'est pas trop mal quand on met des LED qui chauffent. Et au moins maintenant, voilà, mes pièces passent sur le plateau, je vais pouvoir tout imprimer d'un coup. Je check vite qu'il n'y ait pas d'erreur sur les couches, vérifier que tout est bien prévu, qu'on ait le petit support prévu par l'imprimante et on va pouvoir lancer l'imprimante 3D. Ok, voilà, nos deux pièces sont terminées. Ça a l'air vraiment pas trop mal, ça s'emboîte bien. C'est même assez résistant. Je vais quand même mettre un petit peu de colle pour être sûr que ça ne se retire pas. Mais a priori, c'est bon. On emboîte ça, on laisse sécher et notre support est terminé. Pour les lumières, je vais utiliser des LED adressables. Elles permettent d'être contrôlées individuellement via un microcontrôleur. Elles ne nécessitent que 3 câbles pour fonctionner, le plus, le moins et un câble signal qui à lui seul permet de contrôler toutes les LED individuellement. La question est comment un seul câble envoyant un seul signal peut contrôler des milliers de LED individuellement. Quelle LED sait que c'est à elle de s'allumer vu qu'elle ne contient pas de nom ni de numéro? Le truc, c'est que le microcontrôleur envoie un message à la première LED contenant toutes les informations pour elle, mais aussi pour toutes les LED suivantes. La LED exécute la première instruction du message, la supprime et retransmet la suite du message à la seconde LED qui exécute donc la nouvelle première partie du message et retransmet le message en supprimant la première partie et ainsi de suite jusqu'à ce que le message soit entièrement supprimé. Ok, voici donc le microcontrôleur. Il est relié à mon alimentation de labo, ce qui me permettra de savoir combien le circuit consomme et du coup avec quoi je pourrai l'alimenter plus tard. J'ai uploadé un code vite fait dans le microcontrôleur et tout semble fonctionner. Je vais maintenant pouvoir regarder pour récupérer les informations sur le nombre d'abonnés de ma chaîne YouTube et allumer les LED binaires correspondantes. Ici, on voit une alimentation très faible et donc mon ordinateur ou un simple chargeur USB fera l'affaire. Pour récupérer le nombre d'abonnés en direct, je vais questionner le serveur YouTube régulièrement via un petit Raspberry que j'utilise à la maison comme serveur. Une fois la donnée récoltée, il enverra ensuite cette information via un protocole de communication MQTT à ce petit microcontrôleur ESP8226 connecté en Wi-Fi qui décomposera le nombre reçu en binaire 18 bits pour allumer les LED correspondantes.
Petit problème, YouTube ne met à jour le nombre d'abonnés que tous les 10 abonnés en dessous de 10 000, que tous les 100 abonnés en dessous de 100 000 et tous les 1000 abonnés en dessous de 1 million. Du coup, ma LED numéro 1 ne s'allumera jamais, vu que ce ne sont que des chiffres pairs, et en plus les LED ne changeront que tous les 100 abonnés, si je n'utilise que les informations provenant de YouTube. Je vais donc demander à mon Raspberry de compter le temps qu'il s'est écoulé depuis la dernière information reçue de YouTube, le diviser par le nombre d'abonnés correspondant et ajouter virtuellement les abonnés individuellement à chaque intervalle de temps calculé. Et pour mieux estimer si mon algorithme est bon ou pas, je vais enregistrer tout ça sur une base de données en série de temps, ce qui me permettra d'accéder, de visualiser et de comparer plus facilement ces données via Grafana. Si vous ne m'avez pas suivi, pas de souci, je vous montre ce que ça donne, ça devrait être plus parlant. Sur ce graphique, l'échelle verticale est le nombre d'abonnés et l'horizontale le temps. La ligne bleue représente les informations que je reçois de YouTube et la ligne verte est celle que le trophée simule. On peut voir qu'au premier lancement, la courbe simulée monte très vite car elle n'a pas encore de référence de temps. Elle attend donc une nouvelle information de YouTube pour continuer de monter. Une fois la mise à jour de YouTube, la simulation peut reprendre, mais cette fois-ci avec une référence de temps, ce qui permet de s'approcher un peu plus de la réalité. Il faudra encore attendre un cycle pour que la référence de temps soit plus précise, mais la vidéo sortira probablement avant. J'ai modélisé un boîtier pour ranger le microcontrôleur, un condensateur ainsi qu'une sortie micro USB. Je pourrais ainsi facilement le mettre à jour pour corriger d'éventuels bugs ou simplement l'alimenter. Le trophée se connecte en MQTT à mon serveur, il récupère le nombre d'abonnés et allume les LED correspondantes en binaire. J'ai ajouté une petite animation à chaque nouvel abonné et on commence à être pas mal. Par contre, impossible de compter le nombre d'abonnés en regardant car la lumière se diffuse sur tous les autres compteurs adjacents et on ne sait donc plus lequel est allumé ou pas. Je vais modifier ça, on repasse sous le laser. J'ai protégé le trophée avec du masking tape et je découpe une ligne entre les compteurs pour éviter la propagation de la lumière entre eux. Voilà, j'ai retiré le masking tape et on distingue désormais sans problème quel nombre est allumé ou éteint. Le trophée est terminé. Bon, j'avoue, je trouve que ça fait un petit peu prétentieux quand même, mais on n'a pas 10 000 abonnés tous les jours. Alors j'en profite. Je le laisserai tourner en arrière-plan dans mes futures vidéos pour ajouter un peu de couleur et de fun. 10 000 abonnés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux tipeurs qui permettent à cette chaîne d'exister. Merci à ceux qui ont commenté et qui ont proposé plein d'autres idées pour de prochaines vidéos. Merci à tous. Je mets dans la description tous les liens et tout le matériel nécessaire pour réaliser votre propre trophée avec votre logo ou votre dessin si vous le désirez. Ciao!